Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'école du futur. Au programme, aujourd'hui, on démarre par notre focus, notre gros mot de la tech et aujourd'hui, des jetons non fongibles. Vous le savez, ils redéfinissent les règles de la propriété et surtout déchaînent les passions des crypto-artistes. Définition de ce très gros mot de la tech, c'est à suivre vraiment, c'est celui de NFT. Il y a une idée derrière la tech, c'est Gaël Musquet, notre hacker citoyen. Il peut littéralement tout pirater. Et Gaël, aujourd'hui, tu te dis que tiens, pirater une tondeuse, c'est une bonne idée. Exactement, on sort du printemps, bientôt l'été. J'ai une tendinite. Ouais. J'ai décidé de transformer cette corvée de la tonte de la pelouse en plaisir partagé. C'est vraiment l'apprentissage par l'expérience et le plaisir partagé des tondeuses. Bref, on va voir ça dans un instant, rassurez-vous. Notre question du jour, vous pensez tout connaître de la planète? Vous pensez quelle est à portée de clic, littéralement, sur Internet, connaître tous ces ressorts? Eh bien non, figurez-vous qu'il reste encore des zones blanches, des territoires inexplorés dans les fonds sous-marins notamment, ou encore les entrailles de la Terre. Alors, explorateur ou exploratrice, est-ce que c'est le métier qu'il vous faut pour justement mieux connaître cette planète? Comment est-ce qu'on cultive surtout sa curiosité pour mieux appréhender le monde? Avec nous, aujourd'hui, on a deux héros, littéralement, sur ce plateau, des explorateurs hors pair. Christian Clot, explorateur évidemment, mais aussi chercheur, fondateur et CEO du Human Adaptation Institute et de Deep Time. Vous êtes aussi l'auteur de Deep Time, 40 jours sur Terre, cette incroyable expédition, ce confinement finalement tout à fait assumé que vous avez pratiqué il y a un an, quasiment jour pour jour. Vous nous en reparlerez dans un instant. Et puis Jérôme Delafosse, explorateur environnementaliste. Il nous dira ce que ça veut dire exactement. Réalisateur documentaire et surtout un des nouveaux explorateurs de Canal+, depuis le début d'ailleurs de l'émission. Bonjour à vous. Bonjour. Mais d'abord, focus. Et ils font tourner littéralement les têtes et les portefeuilles crypto sur le marché de l'art. Ils préfigurent une nouvelle ère du web, à tel point qu'ils signent leur entrée dans la nouvelle édition du dictionnaire Larousse et aussi du Petit Robert. Les NFT, c'est notre très gros mot tech aujourd'hui par Édouard Deniau. Vous rêvez d'acheter le tweet d'une de vos idoles, de posséder un morceau d'une fresque numérisée, de collectionner ou revendre des cartes de joueurs de foot en ligne ou des objets virtuels dans un métavers, alors vous allez adorer les NFT. Mais avant tout, à quoi correspond le sigle NFT ? NFT signifie Non-Fungible Token, ce qui en français veut dire jeton non fongible. Concrètement, c'est un jeton qui ne peut pas être remplacé par un autre, d'où l'emploi de l'expression non fongible. Un NFT est une propriété numérique unique et infalsifiable, basée sur une blockchain et qui s'achète et se revend en crypto-monnaie. Ces jetons attestent de la possession d'un bien et de son authenticité, c'est-à-dire qu'il s'agit bien de la création originale et non d'une vulgaire copie. C'est une grande révolution, notamment pour le monde de l'art. Les NFT permettent aux artistes de toucher un nouveau public. La maison d'enchères Christie's à New York a vendu pour 69 millions de dollars une photo numérique de l'artiste américain Beeple. L'acheteur de cette œuvre, intitulée Everyday, a payé une telle somme pour pouvoir revendiquer sa possession. Mais le NFT le plus cher de l'histoire s'appelle The Merge, réalisé par l'artiste Pac. L'œuvre a été vendue pour 91 800 000 dollars, à la manière d'un puzzle dématérialisé. The Merge est fractionné en 266 445 unités numériques, partagées entre 28 983 acheteurs. Alors qu'un grand nombre de personnes à travers le monde ne connaissent pas encore les NFT et ne comprennent pas leur utilité, l'économie de ces jetons non fongibles représente déjà un marché de plus de 40 milliards de dollars. Et tout de suite, on part sur les pistes de l'exploration de l'extrême avec nos deux héros, littéralement invités sur ce plateau. C'est le Talk. Et pour parler de ce monde très particulier de l'exploration, comprendre quelles sont encore les zones à découvrir sur la planète Terre, nous sommes en compagnie de Christian Clot et de Jérôme Delafosse. Messieurs, encore une fois, je le dis, et c'est sans flagornerie aucune, vous êtes vraiment deux héros de l'exploration. Christian, notamment avec vos initiatives d'exploration de l'extrême, avec le Human Adaptation Institute que vous avez fondé. Vous êtes notamment à l'origine de cette expérience hors du commun, Deep Time, 40 jours sur Terre, c'est le temps
très exact, que vous avez passé l'année dernière dans une grotte de l'Ariège, à Lombez, si je ne m'abuse. On va revenir justement sur cette expérience. Jérôme, vous êtes réalisateur documentaire. On vous connaît notamment comme un des visages des nouveaux explorateurs sur Canal+. Et depuis longtemps, vous l'avez vu changer justement cette planète Terre et surtout les océans. C'est votre terrain de jeu, si j'ose dire. Mais d'abord, on est explorateur ou on le devient, Christian? Alors, je crois qu'on est explorateur, mais qu'on oublie de l'être ensuite. Tout bébé, par définition, explore. Quand vous voyez un bébé qui évolue dans un territoire, il cherche, il regarde, il découvre, et à son échelle. Parce que l'exploration, c'est quoi? C'est aller comprendre des notions qu'on n'a pas encore connues, qu'on n'est pas capable de comprendre, puis ensuite essayer de les partager à l'ensemble de la société. Finalement, un bébé, alors il partage peut-être moins, mais il va chercher un territoire qu'il ne connaît pas. Puis ensuite, quand il a trouvé un objet qu'il le ramène à ses parents, il fait exactement ce qu'un explorateur doit faire, en fait. Puis après, malheureusement, on perd cette envie, pour plein de raisons. Je ne vais pas revenir dessus parce que ça ne serait pas totalement flatteur pour l'école actuelle. On perd un peu ça, et je crois que nous, notre rôle aujourd'hui, c'est de faire perdurer cette envie de découverte et de curiosité, tout simplement. Et on va revenir justement au rôle que l'école peut jouer, la façon dont justement, avec ces expériences, vous pouvez nous apprendre des choses sur la façon d'apprendre à apprendre. Jérôme, je vous retourne d'abord la question. Vous êtes né explorateur, alors vous êtes né à Saint-Malo, vous avez de la chance, parce qu'il y a quand même des accointances avec l'exploration maritime qui sont assez naturelles, si j'ose dire. Mais est-ce que vous l'êtes finalement devenu au fur et à mesure de vos expériences documentaires? Non, moi je rejoins ce que Christian vient de nous dire, c'est-à-dire qu'enfant, on a cette volonté, on a ce rêve, et je pense que devenir explorateur, quelque part, c'est ne pas renoncer à ses rêves d'enfant. Et moi, c'est, je pense, ce qui définit le mieux pour moi, devenir explorateur. Et après, on le devient par la force des choses, aussi en étant confronté à la réalité du monde. Et je pense qu'on n'est pas le même explorateur à 20 ans qu'à 50. Ça veut dire que vous avez transformé vos rêves d'enfant en métier? Ah, complètement. Moi, c'est vraiment... Vous avez parlé de Saint-Malo. Moi, j'ai grandi au pied des remparts de cette ville, donc, qui a vu partir des explorateurs célèbres. Alors, avec, on va dire, des objectifs qui n'étaient pas forcément ceux que je partage aujourd'hui, puisque c'était de la conquête de territoire et s'approprier les richesses des autres. Donc, voilà, moi aujourd'hui je pense qu'au contraire il faut explorer, mais ça on y reviendra plus tard. Et puis après, moi j'ai eu vraiment la révélation à 10 ans. Je me rappelle, j'étais à l'Institut océanographique à Paris avec ma mère voir La baleine qui chante de Cousteau, et je suis sorti de là en me disant c'est ça que je veux faire quand je serai grand. Et j'ai jamais dévié de ma trajectoire, donc j'ai jamais renoncé à mes rêves. Ça veut dire que pour vous ça a été Jacques Cousteau qui a été quelque part un peu le révélateur de cette envie d'explorer le monde qui vous entoure et les mers surtout. Christian, il y a eu un rôle modèle dans votre parcours? Les arbres. Non mais vraiment, c'est-à-dire que moi j'ai eu la chance de naître à côté d'une forêt. C'était pas l'océan, c'était vraiment la forêt et de la montagne. Et dès tout petit, d'aussi loin je me souviens, j'ai envie d'aller voir ce qu'il y a derrière les arbres. C'est quelque chose qui m'anime depuis toujours. Et en fait, moi je suis devenu un humain de terrain, d'abord par cette envie de voir ce monde qui m'entourait, et puis ensuite, évidemment, quand on a vu son monde, on a envie d'aller voir le suivant, et ainsi de suite. C'est qu'après que je suis plongé dans l'histoire de l'exploration, que j'ai compris ce que voulait dire l'exploration. Et je crois qu'on a justement un peu un défaut de définition souvent. C'est-à-dire qu'on est d'abord aventurier, c'est-à-dire qu'on part pour se découvrir soi, pour se dépasser soi-même. Et puis une fois qu'on a compris ce que ça voulait dire de se dépasser, là on peut commencer à se dire, maintenant je me suis compris moi, qu'est-ce que je peux comprendre sur les autres? Et je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion sur ce mélange de mots aventurier-explorateur. Aventurier, il faut toutes et tous l'être. Ouais. L'explorateur, il a quand même ce rôle, ce que décrit Jérôme aussi, c'est de se dire, on n'est plus là pour conquérir aujourd'hui. Il faut arrêter de dire c'est des premières mondiales, tout ça, ça ne veut plus rien dire. On est là pour comprendre des territoires et ce qu'ils représentent. Et d'être un peu des vigies en réalité. Aussi. Oui, l'idée c'est que quand on a justement la possibilité de s'exprimer, de porter une parole, une conception de ce que devrait être le monde en fonction des expériences acquises, je pense oui en effet, si c'est une vigie dans ce sens-là, je pense que ça a beaucoup d'importance. Ouais. Alors, on peut pas voir le monde qu'on voit et ne pas réagir, et ne pas d'abord vouloir le partager. Et puis ensuite, à une manière qu'il faut justement bien mesurer, mais alerter aussi sur ce qu'on y voit. Je pense que Jérôme, on a tous les deux un âge qui nous permet d'être tournés plusieurs fois dans les mêmes endroits et d'avoir vu ces endroits évoluer à une vitesse folle. Et ça, on doit forcément aussi en tenir compte et se dire qu'est-ce que ça veut dire et comment est-ce qu'on comprend cette évolution-là. Ouais, c'est ce que vous disiez, Jérôme, en disant je ne suis peut-être pas le même explorateur à 20 ans qu'à 50. Non, ce qui est assez étonnant, moi
j'ai le souvenir d'avoir lu assez jeune, et je l'ai relu il n'y a pas longtemps, Triste Tropique, et l'insipide par lequel commence Lévi-Strauss. Donc c'est « Je hais les voyages et les explorateurs ». Donc moi, à 16 ans, j'ai lu ça, j'étais effondré, parce que c'était le rêve de ma vie. Tout d'un coup, cette montagne qui était Lévi-Strauss pouvait dire quelque chose qui pouvait avoir un impact sur ma propre existence. Et puis, petit à petit, en voyageant et en étant confronté parfois, je me rappelle, en Afrique, au Burundi, à la guerre civile, qui est directement liée à l'exploration des Européens, des Belges, des Français sur place, on se rend compte de la violence que ça a pu engendrer et de l'impact de cette exploration-là. Et je pense que j'ai compris des années plus tard, en définitive, ce que voulait dire Lévi-Strauss à travers cette incipit. Ce qui est intéressant aussi, parce que quand aujourd'hui on essaie d'explorer le 21e siècle, et peut-être ceux aussi qui suivent, on pense forcément à l'exploration spatiale. C'est la grande frontière aujourd'hui que tous les milliardaires de la tech et pas que veulent absolument réussir à conquérir. On essaie d'explorer l'espace. Il y a évidemment aussi cette question sémantique d'être exploration, conquête. Là aussi, on va y revenir. Mais vous avez choisi tous les deux de vous concentrer sur Terre, au contraire. Pourquoi ? Parce qu'il y a encore une très grande partie de cette planète, Christian, qu'on ne connaît pas. Évidemment. Si je vous demande de me décrire votre cerveau aujourd'hui, je pense que vous aurez plus de peine à le faire que si je vous demande de décrire la Lune. Donc rien que le cerveau humain est quelque chose de très peu connu. Les surfaces des océans sont assez bien connues aujourd'hui, mais tout ce qu'il y a sous la surface, on sait bien que le monde est infini. Sous la canopée des arbres, là encore, on a tout à découvrir. Je dirais qu'il faut surtout considérer que tout territoire, même le Massif central, peut encore réserver des surprises dès lors où on accepte de ne plus le regarder avec les idées reçues initiales, mais de le regarder avec un regard différent, avec des outils différents, avec des nouvelles techniques aussi. Et c'est l'ensemble de notre système Terre aujourd'hui qui doit être questionné. Tout va très très vite, beaucoup plus vite qu'avant, et on est encore en train de regarder cette évolution comme si elle était nouvelle. Donc on doit tout remettre à plat aujourd'hui. Et tout remettre à plat, ça veut dire changer de système de croyances, en tout cas, sur lesquels on s'est basé pour comprendre la façon dont la Terre a évolué. Ça veut dire avoir un esprit critique, pas remettre en cause le fait scientifique, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais avoir quand même cet esprit critique de se dire, OK, peut-être que, et on l'a vu notamment sur des questions, notamment sur les dinosaures, on s'est aperçu que les tricératops, et très récemment, en réalité, n'avaient jamais existé. Est-ce qu'on va avoir cet émerveillement quelque part de se dire que peut-être qu'on va découvrir des choses auxquelles on n'avait jamais pensé sur le fonctionnement même de la planète et des océans, Jérôme ? Alors, moi, je voulais juste revenir à cette histoire de conquête spatiale, parce que c'est très intéressant. Aujourd'hui, la conquête spatiale, pourquoi des pays comme la Chine, en effet, des milliardaires, s'intéressent à cet astre et au reste, on va dire, du système solaire en étant dans la prospective. Malheureusement, je crains que ça soit pour les mêmes raisons, en partie. Donc il y a de la recherche fondamentale, c'est certain, mais il y a aussi évidemment l'exploitation des minerais qu'on pourrait faire sur la Lune. Et ça, je trouve que c'est absolument dramatique d'envisager, on va dire, l'exploration toujours de la même manière. Aujourd'hui, on se rend compte aussi que dans l'exploration, il y a de l'argent, parce que ça, c'est malheureusement quelque chose qui nécessite des moyens, et il y a beaucoup d'argent pour des projets qui ont une application industrielle derrière. En revanche, la recherche fondamentale est extrêmement difficile à financer, et même des grands projets de grands explorateurs aujourd'hui ont de la peine à pouvoir financer leurs projets. Donc je pense aujourd'hui, oui, que la nature peut nous apprendre autre chose, mais je pense qu'aujourd'hui, dans cette recherche qu'on va pouvoir découvrir au fond des océans, ce qu'on va pouvoir découvrir au fond d'une forêt, c'est comment, quelque part, nous sauver nous-mêmes de la situation dans laquelle on s'est mis. Donc moi, je suis beaucoup plus, on va dire, dans une approche, on va dire, entre guillemets, philosophique de cette exploration et de ce que les océans, les forêts peuvent nous apprendre. Et même, pour revenir à mon quotidien, c'est-à-dire aller à la rencontre de peuples un petit peu partout au monde, de ce que ces cultures qui sont aujourd'hui en train de disparaître peuvent nous apprendre, parce qu'en définitive, ce sont des gens qui connaissent énormément de choses, que ces cultures sont en train de disparaître, et avec elles, malheureusement, on va dire tout savoir que l'humanité a accumulé pendant des centaines de milliers d'années. Et voilà, et tout ça va
disparaître. Ouais, donc non à l'exploration-exploitation, si je vous entends bien, et oui à l'exploration qui permet de revenir aux sources, de mieux appréhender aussi la façon dont certains peuples peuvent toujours, encore aujourd'hui, avoir ce rapport à la nature, aux océans, aux capacités aussi d'adaptation humaine, tout simplement. Oui, alors je pense que l'exploratrice ou l'explorateur, à la base, c'est un rêveur, ce que disait Jérôme, et c'est malheureusement, en effet, souvent ceux qui suivent directement derrière. À savoir, une fois qu'on a la difficulté qu'on a, nous, c'est qu'on met au jour des nouvelles connaissances, parce que c'est la passion qu'on a aussi. Et parfois, ces nouvelles connaissances, il suffit que quelqu'un arrive derrière et va les exploiter. Les financeurs qui financent ne le font pas toujours pour des bonnes raisons, comme ça vient d'être dit. Et c'est vrai que sur des choses profondes, aujourd'hui, par exemple, on sait qu'on a un problème d'urgence, on cherche des nouvelles technologies et très peu de monde se pose des questions sur le comportement humain. Comment est-ce qu'on transforme le comportement humain ? Ça fait 50 ans qu'on a des alertes, le comportement humain ne change pas. Et pourtant, sur le financement de ce qu'est l'humain, que ce soit l'humain, nous, dans nos sociétés ou les sociétés qui sont en train de souffrir de tout ça, il y a quasiment zéro financement. Donc on est dans un moment, effectivement, où il va falloir se reposer la question que veut-on de notre découverte future ? Quelle doit-elle être ? Est-ce qu'elle doit être uniquement d'aller chercher un nouveau minerai sur un nouveau territoire qu'on ne connaît pas encore ? Ou est-ce qu'elle doit être dans la compréhension de la gestuelle humaine que nous devons mettre en place aujourd'hui pour que notre planète perdure ? Parce qu'il ne faut pas oublier que la planète perdurera, mais ce qui disparaîtra, c'est le vivant et nous humains avec. Et justement, pour essayer de mieux comprendre cette capacité, cette aptitude à l'adaptation, Christian, vous avez développé cet incroyable institut, Human Adaptation Institute, et vous menez des expériences de l'extrême, je ne sais pas comment le dire autrement, avec cet institut, notamment Deep Time, dont on a beaucoup parlé. Vous êtes volontairement confiné dans une grotte, en Ariège, avec d'autres participants et participantes pendant 40 jours à Lombez. C'était l'année dernière, quasiment jour pour jour. Alors je me permets, c'est Lombrive. Lombrive. Pourquoi j'ai dit Lombez depuis tout à l'heure ? Je ne sais pas, mais c'est Lombrive. Alors en plus, la partie ariégeoise de ma famille va me renier tout de suite directement. Donc Lombrive, on y revient. L'idée, c'était de se dire, OK, on fait ce voyage au centre de la Terre parce que là, on n'a pas de repère temporel. On se déconnecte volontairement pour comprendre jusqu'où le corps humain peut s'adapter, peut pousser ses capacités. Alors, c'est le corps, mais c'est surtout le cerveau. La question, c'est comment un humain parvient à s'adapter à une nouvelle situation de vie. Nous, on l'a fait volontairement. Mais n'oublions pas que tout migrant qui quitte son territoire pour essayer d'aller sur un nouveau territoire vit exactement la même chose. À savoir devoir quitter un territoire qu'on connaît bien, dans lequel on a un confort, dans lequel on est installé, pour aller soudainement vers un territoire qui est totalement nouveau, qui peut être hostile parfois. Nous, c'est pour ça qu'on recrée des situations qui représentent, entre guillemets, l'hostilité, le noir, l'absence de temps et autres, pour voir finalement que veut dire de passer d'un état A à un état B et quels sont les mécanismes en jeu. Toute la question, c'est comment est-ce qu'on arrive à raccourcir le temps de ce qu'on appelle la désorientation. L'extrême, c'est pas de se retrouver au Groenland. Un Inuit au Groenland, il est déjà dans son bureau. C'est de changer de système de vie. Et ce changement provoque une désorientation qui, plus elle est longue, plus empêche la personne forcément d'arriver à trouver des leviers, des systèmes pour vivre dans ce nouveau territoire. Donc nous, ce qu'on cherche à comprendre, c'est comment est-ce qu'on enseigne à l'humain la réduction de son temps de désorientation pour qu'il soit le plus rapidement possible efficace afin de s'adapter à son nouveau territoire. Et cette réponse, vous l'avez trouvée au bout de 40 jours ? Alors on la trouve dans beaucoup d'expériences, on emmène sur les migrants, on emmène avec des personnes qui vivent des tsunamis, on emmène dans des grottes. Et oui, on voit aujourd'hui certains mécanismes systémiques qui sont en jeu, qui montrent bien, et c'est là encore la problématique, que tout le savoir acquis n'est pas la solution initiale à cette fonction adaptative qui passe par le système émotif et sensoriel. Donc on doit beaucoup plus développer notre sensorialité, nos émotions, notre capacité à ressentir un événement, parce que c'est dans ce ressenti-là qu'on crée des solutions. Et c'est clairement une aptitude. On parle beaucoup aujourd'hui des soft skills, par exemple, en management, ou même à l'école. On a reçu notamment une très chouette EdTech qui s'appelle Soft Kids, avec Solène, notamment Boquillon-Legaziou, qui met justement à portée d'enfant ces capacités comportementales, émotionnelles, et qui leur permet de découvrir d'autres univers des possibles pour pouvoir mieux apprendre à apprendre et se comporter dans la vie, tout simplement. C'est clairement là-dessus qu'il faut mettre le focus aujourd'hui à l'école, Christian ?
toute décision est présidée par une émotion. Donc bien sûr, l'émotion doit être mise en avant de manière forte, mais l'émotion et tout ce qu'elle représente, à savoir ne pas se laisser envahir non plus par certaines émotions, savoir ce qu'on fait de ces émotions, tout ça doit être enseigné, ce qu'on appelle la variabilité mentale, cette capacité de basculer d'un état à un autre. Toutes ces choses-là sont aujourd'hui un peu mises à mal dans un système scolaire qui jusqu'à maintenant a beaucoup basé sur un système de savoir pur. C'est pas pour critiquer le système scolaire, il a été basé sur des bonnes raisons. Aujourd'hui, il doit simplement changer à l'aune des nouvelles connaissances. Et je dirais que là-dessus, on est un tout petit peu lent, non pas de la part des professeurs, qui essayent vraiment de faire des choses, et vous l'avez dit, ils viennent, ils racontent, ils essayent, mais de la part aujourd'hui d'un système qui a peine à se décorréler du monde industriel tel qu'il avait été conçu dans les années 50. Et justement, vous le voyez, aujourd'hui, on est en compagnie de Christian Claude, de Jérôme Delafosse, évidemment de Gaël Musquet aussi. On essaie de comprendre comment ces aptitudes à l'exploration nous permettent de mieux apprendre à apprendre et d'avoir cette curiosité et cette émotion chevillée au corps pour comprendre le monde qui nous entoure. On fait un tour d'abord du côté de la planète tech. Et on brûle évidemment de connaître et de regarder ensemble quelles sont les images et les sons que Cheryl Jessica Isengé a rassemblés pour nous dans son Zap. C'est tout de suite. Of course. What's my fucking pet's name? I'll tell you my fucking pet's name. And if it's not the right one, I'm gonna call you all and cancel my fucking MasterCard. Yeah, that's not the one either. Well, now which one did I try before? Let me see. Et on est de retour évidemment sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de nos aventuriers héros. Invité du jour, Christian Claude, Jérôme Delafosse. On continue justement à parler avec eux dans un instant de la façon dont l'exploration et l'aventure nous apprend des choses sur le monde qui nous entoure évidemment. Mais d'abord, Gaël Musquet a définitivement une idée derrière la tech. Et tu as plus qu'une idée, tu as même alors pas une tondeuse derrière la tech, mais je crois que clairement une tondeuse nous sépare aujourd'hui. Alors effectivement, une fois n'est pas coutume, chronique jardinage. Aujourd'hui, j'ai décidé d'explorer mon jardin. J'ai 800 mètres carrés. Et le confinement, d'ailleurs, nous a un peu réduit notre espace d'exploration, ces zones, ces endroits devant lesquels on passait peut-être tous les jours et sur lesquels on était restreint pendant quelques jours, quelques semaines même, et qu'on a dû à explorer. Donc là, l'été arrive,
On commence à nettoyer les outils, à les affûter, à engraisser avec du compost les potagers, à semer des graines, à sticker un peu les tondeuses. Et moi, j'ai un petit souci, c'est que j'ai une tendinite et qu'en même temps, ma tondeuse traditionnelle thermique, donc, qui fonctionne avec de l'essence, qui émet des gaz à effet de serre, m'a aussi lâché. J'étais au bout du bout de cette technologie. Le carter a rouillé, il a complètement cassé. Et donc, il m'a fallu changer et trouver une nouvelle machine. Et donc, comme pour le choix d'une voiture aujourd'hui, je me suis posé la question de l'impact environnemental de cet achat de tondeuse. Il fallait prendre une tondeuse électrique, très bien, mais à fil, c'est compliqué. J'ai des grandes distances à parcourir. Donc, j'ai choisi une tondeuse à batterie qui fait beaucoup moins de bruit aussi. Donc, on peut profiter un peu des oiseaux pendant qu'on passe un peu la tondeuse. J'ai écumé un peu tous les comparatifs, les tutos, les vidéos pour choisir la bonne tondeuse qui va bien. J'ai découvert qu'il ne fallait pas tondre, enfin en tout cas pas toute sa parcelle. Donc il me fallait aussi une tondeuse qui me permette de respecter un peu les cycles de vie, de la végétation, mais aussi des insectes qui pullulent dans cette petite parcelle. Et donc, fort de ces conseils du directeur de mon magasin de bricolage préféré et du vendeur, j'ai fait mon choix. Et quelque chose me dit quelque part que tu as pris une tondeuse connectée, parce que, vous le savez, désormais c'est une règle dans cette émission, plus on est connecté, plus on est piratable. Donc forcément, s'il y a quelque chose à pirater, ça t'intéresse. Je suis preneur. Le petit fantôme de hacker qui sommeille en moi s'est réveillé. Avec cette mythique scène, même ma femme s'est dit, mais je ne me souvenais pas de cette scène de Chérie, j'ai rétréci les gosses. Oui. Vous savez, la tondeuse hackée du patriarche Wayne Zalinski qui pilotait sa tondeuse avec une télé. J'ai rêvé de cette scène pendant des jours. Il faut imaginer le petit enfant que j'étais au moment de la sortie de Chérie, j'ai rétréci. J'avais 10 ans. J'étais jeune, sinistré, rescapé de l'ouragan Hugo. Donc, faut imaginer que chaque scène comme ça d'un film devenait pour moi un générateur de rêves. Aimer les machines, ça c'est une chose, mais j'ai rêvé en fait, avec Chérie, j'ai rétréci les gosses, en fait le jardin devient un continent. Je suis né en Guadeloupe. Et donc du coup, c'est un continent la Guadeloupe. Et donc du coup, je me suis dit, si j'étais rétréci comme ces enfants, qu'est-ce que j'aurais à découvrir en fait de mon jardin, de ces herbes hautes qui devenaient d'un seul goût gigantesques, ces insectes qui pouvaient être parfois terrifiants. Et donc, je me suis dit que je vais acheter cette tondeuse en fonction de son niveau de hackabilité, et qui va souvent avec la réparabilité, c'est-à-dire une formidable opportunité pour moi. Je porte le t-shirt du FOSDEM, donc du Free Open Source Software Developer European Meeting, qui est la plus grande conférence de hackers et de développeurs open source en Belgique. Et je me suis dit qu'au moment de l'achat, est-ce que je vais pouvoir, avec cette tondeuse, avec mes compétences, aider un projet open source, open hardware, pour avoir une tondeuse libre, qu'on puisse connecter, pourquoi pas, que l'on puisse utiliser pour mieux tondre, moins tondre, et participer même à la traduction des logiciels qui permettraient de supporter d'autres tondeuses de ce type-là. Et l'indice d'hackabilité, c'est comme le Nutri-Score pour les aliments, tu as un indice, tu as des lettres où te disent « Génial, je peux hacker plus facilement encore cet objet ». C'est exactement ça, en fait. J'ai découvert au moment de cette exploration, là pour le coup, de GitHub, de Hackaday, qui sont les grandes communautés de développeurs, les travaux de Clemens Elflein, qui est un Allemand et qui a créé un projet qui s'appelle OpenMower. Il a acheté la tondeuse la moins chère du marché, de laquelle il a enlevé les cartes électroniques pour y installer des cartes électroniques libres, des Raspberry Pi, Raspberry Pi Pico, Raspberry Pi 4, du matériel qui est dédié à la base à l'éducation et que j'utilise beaucoup avec mes jeunes stagiaires de 3e. Donc là, on a des images en fait de cette tondeuse qui est en train de tondre. Et il a équipé de GPS, il a équipé de moteurs, de contrôleurs de moteurs électriques qui permettent de piloter cette tondeuse et de tondre efficacement les zones ou pas que l'on souhaite tondre. Et moi, j'ai préparé des scripts qui me permettent de tenir compte de la pluviométrie. On est dans une période compliquée. Dans beaucoup de départements français, on a des phénomènes de sécheresse. La pelouse est un facteur qui permet d'atténuer les îlots de chaleur et d'avoir beaucoup plus de fraîcheur. Donc,
important de ne pas trop para, de laisser cette végétation pousser à certains endroits, ne pas être jusqu'au boutiste avec des tailles haies, etc. Et donc j'ai vraiment adapté en fait cette tondeuse et ces logiciels pour tenir compte aussi du cycle de vie de mes poules qui vont aller chasser, se nourrir des nuisibles, mais aussi de la végétation de cette chronique et vraiment transformer avec cette petite tendinite, comprendre un peu le fonctionnement de l'esprit du hacker, c'est un peu transformer une corvée en plaisir partagé parce qu'encore une fois, malgré ce choix, je suis encore le seul à passer la tondeuse. On demandera à Damien. Damien, c'est le fils de Gaël. Vous le connaissez désormais, vous connaissez un peu toute la famille en fait, de Gaël Musquet, c'est qui est formidable au fur et à mesure de ses chroniques. On demandera à Damien de t'aider la prochaine fois, quand même. Ouais, il est OK pour l'ouvrir et puis utiliser son téléphone pour la programmer, parce qu'elle est programmable, cette petite tondeuse. Donc ça va. Ouais. Ça va. Mais la nettoyer, passer le petit compresseur et tout ça, ça reste de l'ordre des compétences de son papa. Eh bien, écoute, merci. Non, vraiment, c'est intéressant. On peut donc tout hacker définitivement avec Gaël Musquet et surtout comprendre comment ces objets ultra connectés, notre société ultra justement connectée encore une fois, nous permet de pouvoir finalement réparer un peu le futur. C'est-à-dire qu'en hackant cette tondeuse, tu nous dis qu'il faut faire attention au fait que son jardin, c'est un écosystème en soi et qu'il y a aussi des zones à ne pas toucher parce qu'on en a besoin justement pour explorer ce futur. Ça tombe bien parce qu'on continue à explorer ce futur tout de suite avec Christian Clot et avec Jérôme Delafosse. Et c'est intéressant justement ce que nous proposait Gaël avec ce hacking de tondeuses connectées, parce que ça nous prouve qu'on peut être des explorateurs du quotidien. Comment est-ce que, Jérôme, on arrive justement à utiliser ces principes des aventuriers, des explorateurs dans notre vie quotidienne ? Alors je pense que... On parlait de l'école tout à l'heure, je pense que c'est vraiment le lieu d'apprentissage où, à mon avis, on doit commencer à changer un petit peu de paradigme et pouvoir ouvrir les enfants, et les plus jeunes et plus âgés justement, à un autre mode de réflexion. Et alors... Moi, je suis pour la technologie et je trouve ça génial. J'ai moi-même été chef d'expédition du navire Energy Observer, donc qui fonctionne aux énergies renouvelables et à l'hydrogène. Donc un navire totalement autonome, et on est monté jusqu'au Spitzberg à bord de ce bateau en autonomie totale. Donc ça a été vraiment, pour moi, la meilleure preuve que cette technologie, justement... peut aider, contribuer à transformer notre monde. Encore une fois, je pense que le plus important, c'est de redonner justement du sens à cette technologie. Donc, pour moi, pour revenir aux enfants, je pense que c'est dès le plus jeune âge qu'on doit, je pense, apprendre d'une part à changer la norme sociale. C'est-à-dire, aujourd'hui, pendant très longtemps, nous, on avait cette volonté... En fait, on est notre cerveau, pour revenir à la pensée de Christian, notre cerveau est conditionné par des réflexes qui nous viennent de l'âge de pierre. C'est-à-dire qu'on veut, en gros, se nourrir, chercher de l'information, se reproduire, être plus dominer l'autre. Et aujourd'hui, tout ça, on le retrouve dans notre société et ses dérives. Maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on peut dominer l'autre plutôt que d'avoir une plus grosse voiture qui fait plus de bruit et qui va plus vite, donc consomme plus d'essence. Justement, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut impressionner les autres en faisant quelque chose de bien pour la planète. C'est-à-dire du partage aussi, savoir... Oui, c'est vraiment changer complètement cette norme sociale et aller vers quelque chose de beaucoup plus altruiste et surtout avec une volonté claire de briller quelque part, parce qu'on a besoin de ça aujourd'hui. Malheureusement, c'est nos gènes qui nous y poussent justement à transformer le monde. Et après, je pense que l'autre partie très importante, justement, c'est... Parce qu'on parle souvent de technologie, on parle de transformer le monde, mais avec des solutions tech, tout ce que vous voulez. Mais pour moi, la première chose, et on revient au carré de jardin, c'est-à-dire, pour moi, la première chose à faire avant de parler de solutions, même s'il faut développer tout ça conjointement, c'est apprendre à respecter la nature dont nous faisons partie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le plus gros problème auquel l'humanité fait face, c'est l'effondrement de la biodiversité. Et ça va à un rythme mais terrifiant. Et tant qu'on n'arrêtera pas ça, je pense, sur Terre et dans les océans, notamment, avec la pêche industrielle, par exemple, on n'aura pas la possibilité
de freiner justement ce changement climatique. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, pour la plupart des gens qui vivent en ville, par exemple, le seul rapport qu'on peut avoir avec l'océan, c'est une barquette de poissons sous vide dans un supermarché. Et ça... C'est triste. Oui, c'est triste, mais c'est une réalité. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, il faut absolument apprendre à se reconnecter avec la nature. Et je pense que voilà, le jardin, le parc à côté de l'école, l'école même peut être un moyen justement de se reconnecter avec la nature. Et voilà, et je pense que les professeurs ont un vrai rôle à jouer là-dedans. Et vous avez prononcé un mot qui était très important, Jérôme, c'est celui d'urgence. Une urgence à laquelle le dernier rapport du GIEC notamment nous soumet. On a un ultimatum en fait, 3 ans pour pouvoir tout changer, sinon il sera trop tard. Est-ce que quelque part on fait une erreur en timant ce futur à 3 ans d'urgence, Christian? Est-ce qu'il y a une autre façon d'envisager un timing de solution possible? C'est évidemment extrêmement complexe parce qu'il n'est pas question de remettre en cause les conclusions du GIEC. On a un consensus scientifique fait par des milliers de scientifiques, donc l'urgence elle est là. Après, c'est très compliqué pour un humain aujourd'hui d'éviter les dissonances mentales qui l'empêchent d'agir. Une dissonance mentale, c'est on a 3 ans pour tout changer, je sais qu'on ne peut pas tout changer en 3 ans, donc qu'est-ce qui se passe ? Je fais plus rien. Soit je me dis, bon, j'ai plus que 3 ans, j'en profite à fond. Soit je me dis, de toute façon, c'est pas possible, donc je crée une éco-anxiété fondamentale parce que face à une impossibilité, on abandonne. Donc je dirais qu'aujourd'hui, on a un problème de communication très fort et encore une fois, le GIEC n'y peut pas grand-chose. Son rôle, c'est de faire de la science. Mais on voit bien qu'on a des grosses erreurs de timing de la communication dans la manière d'aborder toutes ces thématiques avec les enfants et les adultes. On a vu les rapports du GIEC sortir successivement face à des événements qui étaient impossibles à contrer. L'arrivée de Messi au PSG, la guerre en Ukraine, et pouf, à chaque fois, on sort un rapport. Alors, encore une fois, je ne critique pas ça. Je dis juste, aujourd'hui, on doit maintenant s'emparer de ça pour que les personnes qui ont une compétence aujourd'hui de réflexion sur comment est-ce qu'on amène maintenant ça au cerveau humain. Et là, le message des 3 ans, pour moi, il est risqué parce qu'il est tellement anxiogène qu'il va bloquer beaucoup de personnes dans cette dissonance cognitive. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas agir. Et je dirais là-dessus, et je suis désolé, gars, mais je trouve ça dingue. Je regardais il y a quelques jours, j'écoutais à la radio un barbecue connecté. Voilà, les tondeuses connectées. Et finalement, on est en train de faire un truc qui est hallucinant. C'est-à-dire qu'en voulant réduire, on n'arrête pas de mettre des puces partout, en pensant que ça nous protège. La puce aujourd'hui, c'est des milliers de personnes qui meurent chaque année en extrayant des matières premières des sols, en polluant ces sols de manière hallucinante. Et qu'est-ce qu'on fait ? On veut une bagnole qui a 4 roues, un volant, on y met 100 puces maintenant. Donc en fait, on est en train, en voulant réduire l'impact, notamment avec les nouvelles autonomies de conduite, d'augmenter encore plus le problème. Donc il va falloir maintenant qu'on accepte de revenir à ce que disait Jérôme, qui est fondamental, retour à la nature. Pour 100 millions d'euros, aujourd'hui, on végétalise toutes les classes de France. 100 millions d'euros. C'est rien si on compare au budget de l'éducation nationale et c'est fondamental pour amener l'enfant à la nature. C'est une proposition qu'on peut peut-être faire à Pape Ndiaye, du coup, pour cette prochaine... On parlait d'éco-anxiété, mais on parle d'éco-anxiété et c'est vrai que moi j'ai eu la chance d'aller visiter, alors on en a beaucoup entendu parler, mais c'est Forest School, donc qui sont des écoles au Danemark avec les petits qui sont élevés de 0 à 3 ans au cœur de la nature. Mais justement, leur épanouissement, ces problématiques d'anxiété disparaissent complètement chez ces enfants au contact de la nature. Et je pense que c'est pas que entre 0 et 3 ans, je pense que c'est une éducation qui doit aller beaucoup plus loin. Et très clairement, aujourd'hui, parce qu'on parlait d'industrie, malheureusement, on est dans un monde où la croissance est le moteur de notre société. Il faut impérativement... en effet, qu'on arrive justement à réconcilier l'écologie et l'économie. Mais pas d'une manière, voilà, toujours en allant vers la sobriété. Si c'est toujours pour faire du plus et du plus vite, etc., on est foutu. En revanche, si on arrive à quelque chose de nouveau en allant vers d'une certaine... Alors, je ne suis pas dans la décroissance, voilà... même si c'est ce qu'il faudrait au final, mais en tout cas, pour rester réaliste et ancré dans notre société, c'est en tout cas arriver à ralentir et surtout redonner du sens à tout ça et ne plus avoir justement... Je me permets, je suis désolé, parce que je sais que tu as... Je vous relancerai après. Non, mais j'arriverai un jour, peut-être. Qu'on a découvert encore plus radicalement dans Deep Time avec cette expérience hors du temps. Il y a une corrélation directe entre temps et écologie. Plus on va aller vite, plus on a d'impact.
C'est totalement corrélable. Donc aujourd'hui, on doit réfléchir à la vitesse à laquelle on veut faire les choses. Quand on est sorti de la grotte, la première chose que je vois, c'est une publicité, livraison en 10 minutes. Là, on est tombé sur la tête. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on a cette volonté d'accélération et que l'homme est un peu flemmard, il faut le dire. On est un système flemmard, donc on cherche des systèmes qui font à notre place. Et bien ça, il va falloir redonner le courage et l'envie d'agir, de chercher les leviers qui sont à notre portée et de les mettre en œuvre. Et c'est ça qu'on doit aujourd'hui réussir à réenseigner. Cherchez vos leviers et agissez avec. Donc oui, au timing qui nous permet d'agir et d'avoir un impact concret, rapide, parce que finalement, il faut aussi, j'imagine, bénéficier de cette lancée, de cet engouement pour faire changer les choses et pour les changer dans notre quotidien et à plus grande échelle aussi. Mais finalement, moins d'enthousiasme pour des ultimatums qui, du coup, ne vont pas nous faire changer nos habitudes de façon plus accompagnée, plus, j'arrive pas à trouver vraiment les mots, mais disons qu'il vaut mieux aller chercher des changements de comportement qui nous permettent vraiment de changer les choses parce qu'on a envie de le faire et parce qu'on a plaisir à le faire, plutôt que d'être contraint et dans l'urgence de le faire. Les ultimatums, ils doivent être donnés dans les actes. Tu as tant de temps pour mettre en place une action. Ça, oui, c'est un ultimatum positif, parce que je crée quelque chose qui me permet d'agir. Si je dis, on doit tout changer en 3 ans sans donner du tout de pistes, de solutions, de vision ou quoi que ce soit, ben forcément, c'est pas possible. Donc maintenant, il faut que... Et ce, à tous les échelons. Évidemment, c'est pas le citoyen de tous les jours qui doit tout changer à la problématique environnementale, mais on a tous notre part de responsabilité à notre échelle. Une personne peut faire son tri, là où le directeur d'une industrie comme Renault peut décider de changer son système économique. Chacun, à son niveau, doit agir aujourd'hui et avoir ses leviers, mais encore une fois, l'injonction temporelle doit être trouve une action, pas on est foutu. Ouais, c'est ce que j'allais dire. À la limite, c'est chacun d'entre nous a son rôle à jouer, a sa place à jouer dans cet écosystème du changement, Gaël. En fait, pour rebondir sur les 2 remarques, pour avoir suivi, exploré la remontée d'énergie explorée avec mes enfants sur la Seine, une forme d'exploration pour eux, découvrir voilà, pourquoi ces gens-là ils font ça. Donc à chaque pont sous lequel passait le bateau, j'avais une petite explication en fait sur les objectifs du navire. Ce qui me lie entre guillemets d'Energy Observer à l'Aquarius, ce bateau de sauvetage où j'ai eu l'occasion de bosser au des camps de réfugiés à la frontière ancienne, c'est qu'à chaque fois, ce sont des êtres humains, des hommes, des femmes, des enfants parfois, qui sont à la recherche de solutions. Et effectivement, leur GIEC est dans son rôle en disant, voilà, on a 3 ans, on a un ultimatum. Je préfère parler, moi, du cadre d'action de Sendai, qui date de 2015 et qui est beaucoup plus pragmatique. 4 priorités, les actions et les priorités à mettre en œuvre. Et c'est ce qui me permet de sortir ces enfants de 3e que j'ai souvent et qui sont en éco-anxiété ou en phobie scolaire, c'est de les raccrocher, comme j'ai montré sur une précédente émission, au sextant, donc utiliser les étoiles et l'astre. Pour un confiné, ils ne savaient même pas où se levait, où se couchait le soleil, ils ne savaient même pas se repérer avec 4 grandes étoiles, 4 grandes constellations, ça ils font. Donc vraiment raccrocher ces enfants à la nature, à ce qu'ils doivent protéger, leur apprendre à aimer ce qu'ils doivent protéger, parce que sinon, ils font rien. Ces enfants de 3e, dans 5 ans, ils sont sur le marché de l'emploi et ils sont pleinement citoyens puisqu'ils ont le droit de vote. Et donc, techniquement, peuvent influer sur la machine politique et prendre des décisions qui les concernent. Et pour moi, le meilleur moyen de les sortir un peu de ça, c'est l'art, c'est la culture. Qui doit promouvoir des solutions. C'est un peu ce qui manque, malheureusement, même au niveau des écoles. On ne parle pas assez des solutions. Fournir à ces enfants, en fait, les outils qui leur permettront de résoudre les équations qu'ils ont déjà à résoudre là, et qui, malheureusement, dans les territoires que j'ai pu visiter, qui sont déjà en proie à des catastrophes naturelles, Tahiti, la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, on retrouve chez les enfants, pour le coup, une culture du risque qui est bien différente que celle des continentaux, mais qui permet, quand on échange, quand on fait échanger ces enfants de ces différents territoires insulaires avec des enfants continentaux, peut générer un fait de l'espoir et aussi entrevoir des solutions avec eux. Et ces solutions, c'est celles que vous allez chercher, notamment, Jérôme, au travers de ces rencontres, à la fois avec les peuples des océans, dans les fonds sous-marins, puisque c'est vraiment votre terrain de jeu aujourd'hui, notamment pour les nouveaux explorateurs. Oui, beaucoup. Alors, autour de l'eau, de manière générale. Là, j'ai fait 5 voyages cette année où je suis parti dans un monde sans eau au Kenya et voir comment, justement, les sambourous vont suivre un éléphant et ensuite observer les oiseaux pour savoir où trouver de l'eau. Et
après, ce qui était intéressant aussi, c'était de comprendre comment, en définitive, ils partagent, ils considèrent qu'ils ne sont pas au-dessus de l'éléphant ni au-dessus de l'oiseau, c'est juste, ils partagent cette ressource avec eux, et il y a l'or de l'éléphant, l'or de l'oiseau, l'or du léopard. Voilà, donc ça, pour moi, c'est des enseignements. Et donc ça, ces voyages, j'en ai fait. J'étais là. Ensuite, je suis monté à 5000 mètres dans les Andes et puis en Amazonie pour comprendre justement que tout est lié avec ce cycle de l'eau dans la forêt amazonienne jusqu'aux cimes des Andes. Et moi, ce qui m'a frappé, par exemple, là, c'était de voir que dans ces glaciers à 5000 mètres d'altitude, on trouve la suie des incendies de l'Amazonie. Et cette suie, donc colore en noir ou en gris ces glaciers qui donc fondent beaucoup plus vite sous l'action du soleil. Voilà, donc c'est ce genre de connexion. Il y a des connexions très positives, c'est-à-dire que ces peuples qui eux, se considèrent comme partie intégrante de la nature et vont vivre d'une manière, on va dire harmonieuse, sans détruire, en respectant de la même manière ce petit carré de jardin qu'on va laisser au reste de la biodiversité, et plus en détruisant. Alors après, moi, ce que je veux pas, c'est dire qu'il faut vivre comme un peuple premier dans la forêt amazonienne, puisque ça, c'est tout à fait impossible. En revanche, je pense que dans leur philosophie, il y a beaucoup de choses à prendre, il y a beaucoup d'humilité à prendre, il y a un autre regard sur la nature, que je pense que chacun de nous peut porter. Et après, le changement, on parle des citoyens, et oui, les citoyens ont en effet un vrai pouvoir. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est le pouvoir aussi politique qui doit donner cette impulsion-là. Donc évidemment, le pouvoir, on l'a à travers les urnes, mais je pense que c'est avant tout un des choix politiques avant tout qui vont permettre ensuite aux citoyens, par exemple à des élèves, d'avoir accès à l'écologie, à la nature, à l'école, mais aussi des financements leviers pour l'industrie française aussi qui vont permettre de changer aussi des choses. Donc voilà, je pense que c'est très important de comprendre que c'est aussi chez les politiques et à notre échelle, à l'échelle européenne, que ça se joue. Comment justement stimuler cette curiosité, cette envie aussi d'apprendre de l'environnement, de regarder le monde autour de soi pour mieux pouvoir le changer et trouver des solutions pour impacter justement sur les échéances qui nous attendent. C'est ce que vous faites tous les jours, Christian Clot, évidemment Jérôme Delafosse. Merci d'avoir fait un tour sur le plateau de l'École du Futur pour nous en parler. On vous retrouve très bientôt dans vos prochaines aventures. Vous reviendrez aussi nous dire comment tout ça évolue de votre côté. Merci Gaël, merci pour tes hackings, toujours savoureux évidemment. Et laissez les tondeuses tranquilles. Aucune tondeuse en tout cas n'a été traumatisée pendant cette chronique, je vous le promets. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour notre épisode de l'École du Futur.